Alors bonjour tout le monde. Occasion spéciale aujourd'hui de discuter, Olivier Roy-Baillargeon de la Clinique du Coeur avec mon collègue Blaise Dubois. Salut Blaise, Salut Olivier. ça va? Oui, on a Très une bien, très invitée de bien. choix aujourd'hui. Exactement. En fait, elle nous a contactés pour nous parler de ses exploits, puis on s'est dit c'est tellement hors norme que on peut pas passer devant l'occasion de discuter avec elle. Marie Loté, Looty Runner, peut-être qu'on la connaît mieux sous ce nom-là. Salut, comment ça va? Salut Olivier et Blaise, ça va très bien. Là, ça fait maintenant presque 2 ans que j'ai terminé mon tour du monde en courant. Donc, j'avais fait le tour de la planète entre 2019 et 2022. Ça avait duré 2 ans et demi. Donc, pour vous donner une idée, c'était 700 marathons d'affilée à travers 4 continents d'est en ouest. Voilà, c'était le voyage que j'avais entrepris. Et en ne traversant pas que la planète, mais aussi une pandémie planétaire. Oui, ça, c'était le petit truc en plus, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout de 3 mois de voyage, le Covid est venu s'inviter, ce qui a fait que mon premier continent que j'étais en train de traverser, c'était l'Europe. Et bien, comme vous pouvez imaginer, c'est devenu très compliqué entre les zones où on n'avait pas le droit de voyager, les pays qui étaient fermés, les frontières ouvertes, les tests, etc. Donc, mon cheminement en Europe, au lieu de durer 6, 7 mois, a duré exactement 1 an et demi. Et au lieu de 6 000 kilomètres, 6 500, il a duré 15 500 kilomètres. Voilà, des chiffres qu'il faut réfléchir. Mais Hmm. j'ai pas lâché, j'ai continué. Je savais que ça allait finir par se débloquer un jour ou l'autre. Et puis, finalement, les autres continents se sont ouverts et le voyage a continué. Mhm. Peux-tu nous dire un peu pour quelle raison on décide ça un matin en se levant? Tiens, je vais traverser la planète en courant. D'où t'es venue l'idée, puis pourquoi tu faisais ça? Alors, de manière très personnelle, hein, moi, j'avais une vie de nomade derrière moi, c'est-à-dire que j'avais quitté la France quand j'avais à peu près la vingtaine pour finir mes études. Et puis, ça me plaisait tellement l'idée de vivre à l'étranger, etc., que je j'ai jamais quitté cette vie de nomade. J'ai habité dans de nombreux pays en Europe, et puis j'ai habité en Asie du Sud-Est, à Singapour, et c'était une manière de voir le monde, tout simplement, une manière de comprendre, une manière de rencontrer. Et puis, l'idée de ce tour du monde, elle vient quand je combine, j'ai tout juste 40 ans et je combine ma passion de la course à pied avec cette idée de nomadisme qui m'habite. Et je me dis, ben, pourquoi pas mélanger les deux? Et pourquoi pas aller faire un tour du monde en courant? Ça serait une manière extraordinaire de voir le monde différemment, d'en avoir une expérience unique. Donc voilà, de mon côté, combien ça va. Après, à ce jour, on est, je crois, 7 ou 8 personnes à avoir fait un tour du monde en courant. Et si vous leur posez la question, chacun a ses propres raisons personnelles, hein, mais pour moi, voilà, il a suffi ça, il a suffi du nomadisme et de la passion de la course à pied. Et Marie, quand tu décides de faire le tour du monde, tu n'es pas une sédentaire qui fait rien, tu cours déjà, tu as déjà de l'entraînement, mais est-ce qu'au moment où tu te décides, il y a une phase préparatoire à dire, bon, ben là, tous les jours, je vais faire un marathon ou comment tu prépares ce début de tour du monde? Alors, quand l'idée est arrivée, hein, c'est arrivé assez subitement, j'ai immédiatement su que j'allais le faire, que c'était vraiment ça, qu'il fallait que je poursuive ce rêve-là. Et immédiatement, et quand je dis immédiatement, c'est vraiment dans la semaine qui vient à la suite de cette idée, je me dis qu'il va falloir que je me prépare sur 3 plans: physique, logistique et financier. Donc, alors, allons-y sur le plan physique parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Il se trouve qu'au moment où j'ai cette idée, je travaille, le job où je suis est exactement à 20 kilomètres de ma maison. Donc, je décide de revenir tous les soirs en courant. Alors, le soir plutôt que le matin pour justement ne pas avoir de pression. C'est-à-dire que moi, personne ne m'attend à la maison, alors que le matin, je suis attendu au bureau pour des réunions, etc. Donc, je me dis, bah voilà, quand ta journée de boulot est finie, tu chauffe les baskets et tu as tout le temps du monde pour aller rejoindre ta maison. Et pour moi, l'idée, c'était de tester. Et ben voilà, je fais la moitié de ce que je me suis mise au programme parce que j'avais fixé l'idée d'un marathon par jour de manière un peu arbitraire. Et je me suis dit, si en plus d'une journée de travail à temps complet, j'arrive à me faire un demi-marathon à mon rythme, au rythme que mon corps dicte, et que le lendemain, j'arrive à retourner au bureau comme si de rien n'était, et ben, ça sera mission accomplie. Ça veut dire que mon corps est capable d'encaisser ça. Donc, le but du jeu là, ça a été de trouver ce rythme de longue endurance
et de laisser le corps imprimer ce rythme-là. Donc, dès ce moment-là, je décide de ne plus utiliser de montre ou de quoi que ce soit qui soit des données chiffrées. Je laisse le corps choisir son rythme. Ça a J'adore. forcément été une augmentation quand même assez soudaine de revenir 5 fois par semaine du boulot. Ça fait 100 kilomètres de course à pied tout d'un coup. Est-ce que dans l'entraînement, dans la préparation pour cette épreuve-là, tu as dû composer avec des petites blessures, des petits bobos que tu as dû soigner ou est-ce que ton corps répondait très bien? Alors, il faut savoir que non seulement c'était effectivement 20 km par jour qui venaient, alors qu'il n'y avait pas ça avant, et il faut savoir qu'en plus, j'étais à Singapour, donc on parle d'un climat où il fait entre 30 et 40 degrés tous les jours, où l'humidité est à plus de 90%. Hmm. Donc une sudation extrême, ça peut mener, c'est très difficile de se ravitailler en eau au même volume qu'on en perd en fait. Donc on est toujours un petit peu en dette d'hydratation. Donc c'est aussi compliqué à gérer. La manière dont je gérais ça, moi, c'était de, encore une fois, comme je l'ai dit, c'était de laisser le corps me dicter ce que je pouvais faire ou ne pas faire. Si tout d'un coup j'étais tellement en surchauffe, si ça allait pas, eh ben, ça ne me dérangeait pas de passer les 500 prochains mètres à marcher, par exemple. Ça ne me dérangeait pas. Et j'ai intégré ça en termes de, écoute, ma grande, si tu vas faire un tour du monde en courant, eh ben, tu vas pas t'arrêter parce que tout d'un coup, tu as trop chaud ou voilà, ou tu es un peu fatigué. Tu marches, tu attends que les signaux soient à nouveau ouverts, ça prend le temps que ça prend, et puis quand tu es bien, tu repars. Ne te mets pas la pression de devoir courir chaque mètre, chaque centimètre de ce truc. Et en fait, d'avoir cet état d'esprit-là et de ne pas avoir la montre qui me donne des chiffres, en fait, au lieu d'avoir un feedback via les données chiffrées, j'avais un feedback sur mon ressenti et sur comment je me sentais bien et comment finalement j'arrivais à apprécier ce voyage. Pour moi, tous les soirs, j'avais un petit voyage de 20 km. C'était une petite aventure à la fin de ma journée de travail et c'est devenu au fur et à mesure un vrai plaisir. Alors, ta question était plus spécifique sur les blessures. Donc déjà, je pense que ça, les données chiffrées, de les exclure de ma manière de fonctionner, ça a beaucoup joué. Et j'ai mis en place très rapidement ce qui est venu de manière naturelle et ce que j'appelle mon scan corporel. C'est-à-dire que je commence à courir et je m'occupe de moi. Au bout de 5 minutes de course, le temps que je me mette un petit peu en route, je me dis, bon, comment vont les doigts de pied là? Ça frotte pas, il y a une chaussette, il y a une couture qui me gêne ou quoi? Non, ça va. Là, c'est pas trop serré, le dessous, comment j'atterris sur la, pas de douleur, la cheville, comment va la cheville? Et je monte ainsi, partie du corps par partie du corps jusqu'à la base du cou. C'est un exercice qui, quand on le fait bien, vraiment attentivement, prend beaucoup de temps. Parce que moi, je m'étais toujours dit, pour qu'une cloque arrive, là, je parle même pas d'une blessure, je parle d'une simple cloque, il faut qu'il y ait déjà eu des frottements. Il faut que le frottement il soit tel qu'il y ait une inflammation, qu'il y ait la cloque qui se forme. Il y a tellement de signaux que le cerveau est habitué à ne pas écouter. Moi, tout mon travail consistait à faire tout le chemin à l'envers, d'aller écouter absolument tout. Pour moi, la blessure, c'est la fin de mon rêve, la fin de mon tour du monde. Donc, c'est ça qui était important. Et ce scan corporel, pour moi, il a été clé dans la gestion de ce tour du monde qui s'est fait, je le répète, sans aucune blessure. Mhm. Oui. Et on parle, c'est génial. Quand on parle de pas de blessure dans la préparation, elle a duré combien de temps ta préparation où tu faisais 20 km à tous les jours à peu près? Alors, en fait, je ne savais pas combien de temps elle allait durer, mais il s'est trouvé qu'elle a duré 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans, il y avait une partie qui consistait à revenir du travail en courant, donc les fameux 20 km par jour. L'autre partie de la préparation, qui était aussi très essentielle, c'était d'utiliser tous mes jours de vacances et dès qu'il y avait des jours fériés ou quoi, je partais et je faisais ce que j'appelais mes marathon journey. Donc, je partais en condition de tour du monde, hein, poussette à la main, parce que je transportais mon équipement dans une poussette. Hein, donc, poussette plus équipement, on avait quand même 30 kilos à bout de bras. Et je partais en condition du tour du monde avec mon équipement de camping, etc. Et puis, je faisais 3 marathons d'affilée, 5 marathons d'affilée, 8 marathons d'affilée. L'idée, c'était de se dire, voilà, j'ai 8 jours de congé, je pars faire 8 marathons en 8 jours, je reviens et le lendemain, je suis au travail. Est-ce que ça fonctionne? Et pour moi, ça, c'était le signal de si ça fonctionne, si au bout de 8 marathons en 8 jours, je reviens au bureau comme si de rien n'était, c'est que finalement, le corps, il a compris et le corps, il a compris la manière de fonctionner et de se préserver. C'était ça qui était essentiel. Hmm. Est-ce que tu as mis en place des choses aussi particulières? Tu sais, dans la prévention des blessures, on parle beaucoup des chaussures, de la technique de course, de la musculation, du stretching.
Est-ce que tu as mis en place, et là, on va explorer, je reviens à tes débuts où tu avais peut-être des croyances ou des choses que tu faisais qui étaient en lien avec ça? Effectivement. Donc, quand je me suis lancée dans cette idée, il m'est apparu évident tout de suite que tout ce qui était de l'ordre du gadget, ça allait devoir passer à la trappe parce qu'on ne peut pas faire 700 marathons d'affilée avec des gadgets. Donc, il allait falloir repenser beaucoup de choses. Dans mon cas, par exemple, ce n'était pas une chaussure en carbone qui allait m'éviter les blessures. Il allait falloir que je me penche sur la biomécanique, comment fonctionne mon corps, de quoi est constitué le pied, comment on fait l'amorti. Toutes ces questions-là, pendant ces 2 ans, je n'ai pas chômé, hein, j'ai vraiment tout étudié, moi qui n'ai pas de formation dans ce domaine-là. Et en plus de ça, j'ai pris l'aide d'un physiothérapeute, un kiné, et en fait, j'allais voir ce kiné une fois par mois. Et il était génial. Il n'était pas du tout spécialisé dans la course à pied, donc pour moi, c'était parfait parce qu'il n'avait pas d'a priori sur ce que je lui demandais. Et je lui disais juste, voilà, je vais partir faire ce truc-là, ce voyage long. Je viens une fois par mois, tu regardes ma posture, tu l'analyses sur le tapis de course, dans des exercices de stabilité, etc. Si tu vois des dégradations, si tu vois des choses qui, tout d'un coup, mon corps commence à s'adapter d'une façon dégradée au volume que je lui demande, je veux que tu m'expliques, je veux que tu me dises ce que tu vois et qu'on apprenne à corriger ensemble. Et on a attrapé comme ça à la volée quelques problèmes qui auraient pu devenir des blessures. Je vous donne un exemple. Bon, d'abord, je vous en donne deux. D'abord, il y a eu l'histoire de la foulée où j'atterrissais sur le talon. On a transformé cet appui en un appui sur l'avant du pied, sur la partie coussinée du pied. Il me l'a expliqué en termes très simples. Hein. Le pied est constitué de 26 os, de centaines de ligaments et de muscles qui sont faits pour justement faire ça, amortir, stabiliser et propulser. Donc, si on ne laisse pas le pied faire ce travail, si on confie ce travail à une chaussure, on n'arrivera jamais au même degré d'efficacité. Donc ça, c'était un gros travail qu'on a fait pour recadrer mon appui sur la partie coussinée du pied. Et ça, je pense que je dois beaucoup au fait que mes genoux et mes hanches, il n'y a eu aucune douleur. Et la deuxième chose que je peux vous donner comme exemple, c'est qu'effectivement, à forcer ce volume d'entraînement, on est arrivé à un moment où en fait, je désengageais complètement le muscle extérieur de la hanche. Et en fait, il me disait, regarde, même, c'est comme si tu avais les genoux qui venaient de plus en plus vers l'intérieur. En fait, ton muscle s'économise et donc tu mets beaucoup plus de pression sur l'articulation du genou. Et il me dit, si tu continues comme ça, pour l'instant c'est infime. Lui, il a vraiment vu parce qu'il m'analysait vraiment au millimètre près, donc il a vraiment vu qu'il y avait une dégradation. Donc il m'a fait faire des séries d'exercices qui justement mobilisaient ce muscle jusqu'à ce que je l'imprime tellement dans la tête. Et il me disait, maintenant, là, tu vas repartir chez toi en courant. Toutes tes courses à partir de maintenant, je veux que tu te concentres sur ce muscle et que tu apprennes à le mobiliser. Parce que s'il ne se mobilise pas, c'est ton articulation du genou qui va finir par compenser tellement qu'elle va finir en blessure. C'est des petites choses comme ça où moi, je n'avais jamais avant ça couru en me disant, mais comment marche mon muscle? Est-ce que mon muscle est mobilisé ou pas? Et ça, c'est très important. Ça fait partie de connaître son corps. Mhm. J'ai envie de rebondir sur les deux choses que tu as dit. Olivier, je t'ai pris la parole tout à l'heure, excuse-moi. Mais est-ce que tu penses que si, admettons, tu n'avais pas fait ce suivi, mais que tu avais fait exactement la même approche, parce que je constate que ton approche de scan corporel, d'écoute de son corps, de quand même progressivité, d'intégration ce que nous on appelle les week-end shocks ou la préparation spécifique, en fait, tu as tout bien fait. Je m'interroge sur la nécessité, par exemple, des conseils que tu as eus du kiné, du physio, qui sont peut-être très bons pour toi, qui étaient peut-être très bons pour toi. Et peut-être, ma question, c'est peut-être pas tant nécessaire, mais je te pose la question, est-ce que tu penses que ça faisait partie d'essentiel pour toi pour justement passer à travers ce défi-là? Ou est-ce que tu penses que si tu ne l'avais pas rencontré, peut-être que tout serait quand même bien allé, même en étant une attaqueuse talon et en ayant un genou qui part un peu vers l'intérieur? Alors, c'est une possibilité. J'aurai jamais la réponse parce que j'ai pas testé les deux, donc je ne peux pas dire. En revanche, ce que je peux dire, c'est que sur mes 13 années, je courais depuis 13 ans. J'avais commencé à 26 ans la course à pied. Et c'est vrai que pendant mes 13 ans de course à pied, où je faisais souvent un marathon annuel, un Ironman, quelques demi-Ironman sur la saison, et B, j'avais des douleurs, j'avais des blessures régulièrement. Alors, il fallait prendre le temps, il fallait prendre un mois sans courir, il fallait faire un peu de rééducation. Et pour moi, en fait, durant ces 13 années de pratique,
la blessure était devenue un élément, faisait partie intégrante de ma pratique du sport. Je l'avais accepté complètement. Voilà. Alors, et quand je me suis lancée dans ce tour du monde, quand l'idée est arrivée, je me suis dit, s'il y a un truc qui ne peut pas continuer, c'est l'acceptation de cette blessure comme partie intégrante, parce que la blessure, ça met un terme à tout. Et donc, en fait, est-ce que j'aurais eu l'intelligence moi-même de corriger ces choses-là? Je ne sais pas. En revanche, ce que le kiné m'a appris, avec toutes ces observations et ce qu'il me communiquait, c'est que finalement, il m'a appris une chose toute bête, c'est la proprioception. Lui, il m'observait, il me disait ce qu'il voyait. Et moi, en fait, j'essayais d'analyser. Parfois, je faisais un check visuel. Il y avait un miroir sur le côté du treadmill, du tapis roulant. Et donc, je corrigeais un peu ma posture. Mais c'était d'apprendre à vraiment ressentir son corps et la manière dont on effectue les mouvements. Pour moi, ça a été vraiment essentiel, d'avoir un peu d'aide sur le sujet. D'autant plus que c'était complémentaire à l'approche que tu avais déjà mise en place, de faire ces scans corporels, d'y aller de façon progressive, puis de te laisser le temps de te sentir prête avant de te lancer dans ce défi-là. Et donc, je pense que c'est aussi le sous-entendu que Blaise avait. Peut-être que tu aurais pu quand même faire ton tour du monde avec une attaque talon et avec un genou qui entre un peu vers l'intérieur quand tu cours, puisque tu avais déjà l'approche de ne pas dépasser un seuil de tolérance à la douleur, de ne pas continuer à essayer d'aller vite alors que le corps ne répondait pas favorablement à ça. Et puis, donc, je pense qu'un des premiers enseignements qu'on peut tirer, c'est que le succès de ton périple est sans aucun doute ancré dans la patience que tu as accepté d'avoir et le temps que tu t'es laissé pour te préparer adéquatement, puis pour ne pas précipiter les choses comme on le fait souvent quand on se dit oui, mais que je sois prêt ou non, mon Ironman, il est dans 3 semaines. Que je sois prêt ou non, mon marathon, il est dans 3 mois. Là, si j'ai bien compris, tu as choisi le moment de partir pour ton périple quand tu t'es sentie pleinement prête plutôt que de le décider un an d'avance puis de te forcer à être prête dans un an. Exactement. Je n'étais redevable à personne. Personne m'attendait sur la ligne de départ. C'était un challenge qui était à la base quand je suis partie très personnel, hein. Moi, je suis partie sur ma ligne de départ pour la traversée de l'Europe. Il y avait juste mes parents et moi, vous voyez, pas grand monde. Et donc, et voilà. Et quand je leur ai dit que j'étais prête, moi, tout ce qui me restait à faire, c'était de donner ma démission au travail, de pacter toutes mes affaires et puis de me rendre sur cette ligne de départ. Donc, effectivement, je pense que on n'en a pas parlé directement, mais le stress a sa place à jouer aussi là-dedans, dans l'intervention des blessures. Quand je vous dis que Hmm. quand je rentre du travail, je ne porte plus de montre pour courir, je ne laisse plus les chiffres dicter la manière dont je ressens mes séances, j'enlève ce stress-là. Et je l'enlève aussi en me laissant le temps d'être prête, de me sentir prête, sans me donner une deadline. Les courses, alors c'est vrai que c'est complètement différent, hein, quand on va faire des courses en Ironman ou sur marathon, eh ben, bien sûr, c'est une échéance. Et avec les échéances viennent la performance et viennent le stress. Et ça aussi, ça contribue à l'opportunité des blessures aussi. Mhm. Puis c'est justement une dimension que je croyais que tu allais mentionner quand tu nous disais qu'avant de partir, tu avais dû te préparer sur le plan physique, sur le plan logistique et sur le plan financier. Je pense que quiconque a déjà pratiqué l'ultra, c'est que la partie mentale joue au moins aussi fortement que la partie physique. Comment tu as abordé cette notion, donc d'être seul avec toi-même pour au moins un marathon chaque jour, ce qui plus est à travers une pandémie planétaire, à travers probablement des très longues étendues de territoires vacants où tu croisais personne, où tu étais seul dans l'effort. Qu'est-ce qui t'a préparé mentalement, ou étais-tu même préparé mentalement à ça? Oui, je pense que c'était bien sûr en toile de fond de toute ma préparation. Et je me rappelle notamment, donc j'ai commencé à faire ces retours du travail en courant. Et puis, je me suis lancée dans mon premier, au bout de quelques mois, je me suis dit, allez, je pars, je vais faire 3 marathons en 3 jours en autonomie avec ma poussette, mon équipement camping. Et je vais voir, parce que moi, pour moi, l'idée, c'était de tester, est-ce que le plaisir que j'en retire est équivalent à ce que j'en attends, à ce que j'escompte. Parce que si c'est pour que ce soit juste emmerdant, que ce soit long, que ce soit monotone, ben, je ne vais pas le faire, ce truc, hein. Moi, personne ne m'attendait. Encore une fois, j'allais juste tester. Donc ça fait partie de la préparation mentale. Et je reviens de ce 3 marathons en 3 jours avec des étoiles dans les yeux. J'ai trouvé tout génial. J'ai adoré le cheminement. J'ai adoré. Et je me suis dit, OK, bon, t'es parti, tu as eu 3 jours qui se sont passés formidablement bien. Tu étais sur des superbes pistes cyclables en Australie, le climat était parfait, tout était bien.
Maintenant, qu'est-ce qui va faire que quand tu seras dans une tempête de neige ou dans une canicule ou sur des sentiers de montagne où ta poussette, elle t'échappe parce qu'il n'y a pas la place de passer, ou etc., ou si tu es le long d'une route avec que des camions qui passent toute la journée, qu'est-ce qui va faire que tu auras quand même envie d'y aller? Et donc, en fait, j'ai fait un boulot de, comme on fait dans les grandes entreprises, quand on établit le mission statement, le motto, comme on dit, je me suis dit, il te faut une phrase qui te rappelle, c'est mon ancrage, en fait, qui me rappelle en un instant, en un clic, si jamais je le perds, pourquoi? Et mon truc, c'était juste de dire, voilà, moi, je fais ça parce que je veux voir le monde, je veux le faire en courant pour en avoir une expérience sensorielle absolument unique et je veux avoir du plaisir à le faire. Et pour moi, c'était juste ça. J'avais jamais besoin de me poser la question, pourquoi tu es en train de faire ça? Pourquoi il est 5 heures du matin, tu te lèves et tu mets tes baskets? Je le savais parce que c'était tellement imprimé. Donc, je pense que moi, je l'ai fait intuitivement, mais c'est ce qu'on appelle la préparation mentale, c'est-à-dire de pouvoir retrouver, sans même aller le chercher, toutes les raisons profondes de sa motivation. Et il faut que ça soit très simple, parce que si c'est trop compliqué, on n'a pas le temps, on a le temps de se démotiver avant d'aller le rechercher. Et moi, c'était extrêmement simple et ça n'a pas varié de tout le voyage. J'imagine qu'il y a eu des moments forts, mais aussi des moments faibles. Je pense que tu as bien fait de mentionner les fameuses longues routes pleines de camions et compagnie. As-tu, comme ça, encore à l'esprit, peut-être tes 2 ou 3 moments les plus géniaux, puis tes 2 ou 3 moments les plus pénibles qui te restent encore en mémoire? Oh bon, je vais en donner un super. Pour moi, c'est le moment le plus merveilleux du Tour du Monde. C'est quand je traverse l'Amérique du Sud et donc je traverse cette cordillère des Andes. Et donc, je passe la frontière entre le Chili et l'Argentine à 4000 mètres d'altitude, avec, perdu au milieu de cette cordillère complètement grise. Je vois le sommet de la Concagua juste à côté de moi, plein de neige, et je suis au milieu de nulle part. Il y a juste une immense statue du Christ Rédempteur avec d'un côté le drapeau argentin, de l'autre côté le drapeau chilien. Et je suis toute seule là. Et c'est un moment d'avoir couru ce marathon jusqu'à 4000 mètres d'altitude ce jour-là, et puis j'avais encore la descente à faire derrière. Et là, j'ai un moment de gratitude infinie. Je me dis, mais sans ce rêve fou du tour du monde, sans ce voyage que j'ai osé imaginer, jamais de ma vie je me serais retrouvée là. Jamais je n'aurais cette émotion. Jamais. Personne ne vient là à pied. J'ai vu personne, moi, à pied. Hein. J'ai croisé des lamas, des condors, mais j'ai croisé personne avec un petit sac sur le dos en train de courir là-dedans, parce que c'est juste quelque chose qui ne se fait pas. Et donc voilà, c'est quand on réalise que en fait, j'avais tellement de gratitude pour ce voyage qu'il ne pouvait pas me donner quelque chose de mal en échange. Tout en valait la peine. Et si à côté de ça, j'enchaînais 3 jours le long des routes avec les camions, je m'en fichais complètement. Dans ma tête, j'étais encore à 4000 mètres dans les Andes avec les condors autour. À me dire, ce moment-là, il vaut bien 10 journées de camion sur le bord de la route, je m'en fiche. Alors voilà, il y avait une espèce de compensation qui se faisait comme ça, mais ce voyage me donnait tellement en retour que les petits désagréments, pour moi, c'était des maigres échos à payer pour ce que j'avais en retour. Est-ce que, Marie, dans ce voyage qui a duré quand même longtemps, on va dire, c'est certain qu'il il a dû t'arriver quelques petits accidents, des dangers particuliers, la maladie qui t'a frappé à un moment donné, autre que les blessures, mais en plus, c'était le temps du COVID. Est-ce que tu as attrapé le COVID? Comment tu as vécu ça? Alors, c'est absolument fabuleux parce que moi, j'aurais beaucoup aimé, dans mon prochain voyage, je veux vraiment être suivie scientifiquement pour savoir ce qui se passe dans le corps. Parce que pendant ces 2 ans et demi de voyage, je n'ai pas été malade une seule fois. Alors, à l'exception de 2 semaines avant mon arrivée sur Sydney, donc qui marquait la fin de mon tour du monde, donc seulement là, j'ai attrapé le Covid et je n'ai eu des symptômes de Covid que sur une après-midi où j'étais extrêmement fatiguée. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le test et que j'ai réalisé que j'avais attrapé le Covid. Mais en 2 ans et demi, à être dehors tous les jours, par tous les temps, sur toutes les conditions, sur tous les terrains, à travers tous les pays, j'ai pas été malade une fois. Moi, je suis convaincue que dans cette endurance longue, etc., mon système immunitaire se renforçait. J'en suis convaincue. Et après, c'est difficile de déterminer pourquoi. Parce que, par exemple, mon régime alimentaire, il a varié de manière astronomique tout au long. Quand je traverse les États-Unis, tous les soirs, c'est burger frites ou pizza congelée. Alors que quand je suis en Italie ou en Grèce, eh ben, c'est plus des lipides, c'est plus des protéines, c'est plus du poisson et des choses comme ça. Le régime a varié, la performance, ou du moins mon niveau de performance, est, est, est,
et la résilience du corps n'ont pas été affectés. Pour moi, ça, c'est un truc qui est toujours de l'ordre du mystère. Et donc, physiquement, j'ai pas eu vraiment de gros points faibles. Comme j'ai dit, j'ai pas eu de blessures. J'ai pas été malade non plus. Donc, j'ai pas eu ça à affronter. Même pas un rhume, par exemple, ce qui est fou, en fait. Mais moi, sans réponse scientifique, je reste convaincue que c'est justement cet effort quotidien qui a fini par renforcer mon système d'immunité. J'ai pas d'autre explication. Et des dangers, des accidents, quelque chose, tu sais, quand tu es sur la route pendant 2 ans et demi, il doit bien arriver quand même quelque chose. Est-ce que tu as vécu des choses difficiles comme ça? Ouais, alors bien sûr, hein, ça c'est un. Je savais qu'en courant le long des routes, hein, j'étais à, j'étais sujette à beaucoup de risques. Hein. Les gens qui sont au volant et qui ont leur téléphone à la main, plusieurs fois j'ai dû sauter dans le bas-côté pour éviter quelqu'un qui ne regardait plus trop la route. Donc ça, c'est les petits dangers du quotidien. Hormis ça, j'ai été vraiment une seule fois vraiment en danger. Alors c'était anecdotique. Je traversais le Montana en courant. Et il faut savoir que dans le Montana, moi qui suis européenne, j'étais pas très familière avec ça, mais la propriété privée, c'est considéré comme quelque chose de très important, plus important que tout. Et donc, il y a beaucoup de ces grands portails devant les ranchs où on voit des pancartes avec écrit Praying takes you closer to God, but trespassing takes you there quicker. En gros, si tu pries, tu vas arriver plus près de Dieu, mais si tu trespasses, c'est-à-dire si tu franchis ma propriété privée, tu vas y arriver plus rapidement. Et donc, un jour, sans faire attention, je courais le long d'un petit sentier, le long d'une rivière, et j'ai pas vu qu'il y avait des petits panneaux qui indiquaient que j'allais rentrer sur une propriété privée. Et je me suis retrouvée nez à nez avec le propriétaire qui était en train de se préparer à une partie de chasse. Hein. Donc, il était avec beaucoup d'armes à feu qu'il était en train de mettre dans le coffre de sa voiture. Et il se retourne sur moi, il en avait une dans chaque main et il me dit qu'est-ce que tu fais là? Et moi, je n'ai pas compris tout de suite. J'avais un grand sourire. Je dis bah, je suis en train de courir. Voilà, je traverse le Montana. Et là, il s'est énervé tout de suite et il avait ses armes dans la main. Et je me suis dit bon sang, si le type décide de s'en servir, eh ben voilà, c'est pour lui, ça sera légitime défense parce que je suis sa propriété privée. Et ce jour-là, j'ai eu extrêmement, extrêmement peur et j'ai fait demi-tour très vite, les mains en l'air, en criant ne tirez pas. Je l'ai pas fait exprès, mais je savais pas ce qui allait se passer. Donc ça, c'est vraiment le seul vrai moment où je me suis sentie en danger et finalement, c'était que ma faute. Quand même, ça t'est arrivé juste aux États-Unis. Bon, C'est ça. Ça veut dire aussi un peu la faute au contexte. Je ne suis pas sûr que tu quand te serais même. fait tirer à bout portant si ça avait été au Québec ou en Ah. Lettonie. Non, mais c'était d'ailleurs une frustration du Tour du Monde parce que notamment le plan que j'avais prévu, mon plan de Tour du Monde a été beaucoup affecté par le Covid notamment, d'accord? Donc une fois que j'ai fini l'Europe, qui a donc duré, comme j'avais dit, 1 an et demi au lieu de 6, 7 mois, je me suis lancé, tout le reste du monde était fermé, hein, l'Océanie était fermée, l'Amérique du Sud aussi, et il n'y a que l'Amérique du Nord, les États-Unis qui avaient rouvert leurs frontières. Et moi, ma route initiale devait partir de Vancouver et sinuer constamment entre la frontière canadienne et la frontière des US, parce que pour moi, c'était un endroit magnifique que je voulais vraiment voir jusqu'au Québec, etc. Et puis, ce qui se passe, c'est que j'avais un visa de 10 ans pour les États-Unis, que j'avais déjà depuis longtemps, mais je n'avais pas de visa encore pour le Canada. Et à cette époque-là, en pleine période Covid, ça m'aurait été impossible d'obtenir et on ne pouvait plus non plus passer la frontière comme on voulait à notre guise. C'était la pleine période du Covid. Donc, malheureusement, j'ai dû rester uniquement du côté US pour lequel j'avais le visa et pas de problème de frontière. Mais effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué, c'est ce petit passage par le Canada que j'attendais avec grande impatience. Mais ça sera pour une prochaine fois, sûrement. En tout cas, tu es toujours la bienvenue chez nous. Ça nous ferait grand plaisir que tu viennes nous rendre visite. Puis je te promets, cette fois-ci, on va s'assurer que personne ne te menace avec une arme à feu. Merci. As-tu une autre question, Ouais. Olivier? Ben, en fait, moi, peut-être la dernière chose que je voudrais demander, parce que tu sais, tu nous le racontes d'une manière qui donne l'impression que c'est d'une simplicité déconcertante à préparer, un plaisir absolu du début à la fin et quelque chose qui s'accompagne d'à peu près aucun désagrément. Si tu avais à conseiller une personne qui t'écoute depuis quelques minutes puis est tentée de le faire, quels seraient peut-être les trois conseils que tu lui donnerais pour être sûr que cette personne-là ne se lance pas dans une telle aventure avec désinvolture?
D'abord, la première chose qui est au cœur de tout ça, parce que c'est marrant quand t'entends faire les résumés, c'est vrai que ça s'est tellement bien passé que j'ai pas de souvenir de désagréments, même en relisant mon blog quotidien, il n'y a pas. Il faut d'abord être porté par un désir à toute épreuve. Et ça, alors après, dans le milieu du sport, on appelle ça la motivation, je sais pas. Moi, j'appelle pas trop ça la motivation, parce que j'attendais rien en retour, hormis ce que le voyage avait à me donner. Donc, c'est un désir fabuleux qui doit être là vraiment tous les jours. Et ça, c'est difficile à contrôler finalement, parce que moi, je savais, basé sur mes 20 ans de nomadisme, que mon désir du monde, il était extrêmement fort. Et donc, que ce qui était sous-jacent de ce voyage et de l'effort que j'allais donner était aussi très fort. Donc, c'était un peu un risque que je prenais, parce que si tout d'un coup ce désir disparaissait, là, je vous donne pour comparaison, là, on est 2 ans après le tour du monde, j'ai du mal à aller courir tous les jours, par exemple, parce que je n'ai plus vraiment ce désir. Aller juste faire le tour du quartier, ça me motive moins, c'est vrai. Alors, donc, d'une part, c'est d'être sûr que son désir est vraiment à l'épreuve de tout. Deuxième conseil, c'est vraiment il n'y a pas de raccourci quand on fait un voyage comme ça. Il n'y a aucun raccourci. On y va avec le corps et le corps devient ton outil. Le corps, c'est ta Ferrari, en fait, c'est ta Formule 1. Et donc, tu le vois bien sur tous les pilotes de Formule 1. Les mecs, c'est presque des ingénieurs. Ils connaissent la voiture par cœur. Ils sont capables de dire s'il y a un petit truc qui marche pas comme il faut, un petit bruit qui ne devrait pas être là. Ils connaissent tout. Quand tu les entends, c'est fou. Ils connaissent la voiture comme s'ils avaient fait 8 ans d'études. Et pareil pour le corps. Alors, si ton corps, c'est ton moyen de transport, prends-en autant soin que si c'était ta Formule 1 là, qui coûte des millions. Et le troisième truc, c'est mais prends un plaisir formidable dedans. Parce que si c'est juste tu sais, il y en a beaucoup des gens qui se lancent pour faire des records, etc., et qui se plantent au bout de 2, 3 semaines parce que le record leur échappe. Là, si tu pars sur un truc qui va durer longtemps, pense que tout ce que tu dois faire dans ta préparation, et pour moi, ça veut dire que ma préparation logistique, elle était super solide. J'ai bossé comme une dingue pendant 2 ans dessus. Parce que je me disais, si j'ai bien préparé, eh ben, j'aurai moins de soucis. Et donc, je serai plus à même d'aller profiter et de prendre juste le plaisir de ce voyage. Donc, en fait, c'est de mettre tout en œuvre pour que le résultat final, c'est pas un record. Moi, j'ai eu 2 records du monde, mais c'était pas ça que j'allais chercher. Ils sont venus très bien, ils n'auraient pas été là, c'était la même chose. C'est le plaisir. Donc, on part du désir, on passe par le travail et on finit par le plaisir. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Hmm. T'en penses quoi, toi, Blaise? Ça t'inspire? Certainement. Fait que là, il me reste deux petites questions qui me brûlent les lèvres. Tu t'es préparé pendant 2 ans. Ça a duré, ton périple a duré pendant 2 ans et demi. C'est bien ça? Ouais. Euh, comment, rapidement, ton budget quotidien, comment tu arrivais à gérer tes sous avec tout ça? Parce que pendant cette période-là, ben, tu ne travaillais pas. Il fallait que tu aies mis de l'argent de côté un peu avant. Est-ce que tu arrivais à t'en sortir avec des coûts minimales? Et bien alors moi, j'avais décidé dès le début de mettre tout ce que j'avais dedans. Tu vois, donc j'avais 40 ans quand je me suis lancée, j'avais une carrière dans la finance, etc. Et je me suis dit, je vais mettre tout dedans. Et j'avais calculé la partie financière, j'avais préparé mon budget, je regardais combien coûtait de louer une chambre de motel ou etc. Ou bien alors de camper, combien, etc. Je m'étais renseignée sur tout. Et j'avais établi mon budget qui se situait à moins de 80 $ par jour. Et j'ai tenu pendant 2 ans et demi sur la base de ces moins de 80 $ par jour. Alors, c'est beaucoup, mais c'est parce que j'ai fait. Tu peux faire le choix de dormir sous ta tente tous les jours et de ne pas te doucher, de te laver dans les rivières. Tu peux faire ce choix-là aussi. Moi, j'avais le choix quand même. J'avais fait le choix de me dire j'ai envie d'un peu de confort parce qu'encore une fois, je cherche quand même que ce soit mon plaisir. Donc, j'aimais bien dormir sur un matelas. Et si j'étais en pleine canicule, bah oui, c'est agréable d'avoir l'air conditionné la nuit parce que au moins, voilà, tu te reposes complètement. Donc, je prenais tout ça en compte et donc j'ai mis beaucoup et voilà. Donc ça, c'était mes dépenses quotidiennes, étaient sur la base de sous les 80 $ par jour. Super. Deuxième question. S'il y avait une chose qu'il fallait que tu changes dans tout ce que tu as fait, je ne peux pas croire quand même que tout était si parfait, même si tu nous le décris comme presque. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que tu dis, ça, peut-être que je le changerais, je le ferais différemment? Franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'au début, quand je suis partie, tu vois, je m'étais fixé l'objectif de ce marathon par jour. Et c'est vrai que pendant toute la traversée de l'Europe, là, les 1 an et demi, 15 500 kilomètres, là, j'étais vraiment j'avais cette moyenne à l'esprit. Et en fait, quand j'ai dû traverser les US, euh, le kilomètre, le kilométrage a monté forcément, parce qu'il y avait des distances entre les villes. Parfois, j'ai dû courir 65 kilomètres par jour. Et en fait, je me disais,
en fait, j'aurais peut-être pas dû m'embrigader dans une distance type. J'aurais peut-être aussi dû, comme j'ai laissé mon corps s'habituer à un rythme, peut-être que j'aurais dû aussi être plus souple sur le kilométrage. Parce qu'en fait, ces journées-là où je courais à plus de 50, à plus de 60 kilomètres, ben, elles ne me dérangeaient pas, en fait. Elles faisaient juste partie du voyage. Donc, j'aurais pu le faire différemment. En même temps, peut-être que d'être resté sur cette distance, ça m'a permis aussi de bien m'adapter, de ne pas avoir de douleur, de bien me reposer et d'être complètement à l'aise avec la distance. Voilà, mais c'est une question que j'ai. Super. Ma dernière question, c'était quoi tes chaussures? Alors pour les chaussures, c'était extraordinaire parce que comme je portais tout mon équipement sur moi, je n'avais pas le luxe de porter des chaussures de rechange sur moi. Donc quand ma chaussure que je portais arrivait en fin de vie, et par fin de vie, j'entends soit la stabilité autour de la cheville disparaissait, soit les semelles étaient trouées, mes chaussures faisaient en moyenne 2000 à 3000 kilomètres par paire, eh bien, j'attendais le prochain village pour acheter une paire de chaussures. Et donc, je n'avais souvent pas le choix ni de la marque, ni du modèle. Je prenais ce que je trouvais tout simplement. Donc ça a beaucoup varié et toujours avec deux qualités en commun, c'était deux critères, pardon. C'était la semelle la plus fine possible et le drop le plus minimal entre le talon et l'avant du pied. OK. Voilà. C'est génial. J'ai adoré notre échange. C'était vraiment cool. Olivier, je te Ouais, donne merci beaucoup. la fin pour poser une question à Marie. Ben non, en fait, je te trouve inspirante. Puis en fait, on aurait presque dit qu'on t'avait demandé de dire des choses telles qu'on les promeut nous-mêmes. Il y a une compatibilité parfaite entre ton approche et la nôtre, hein. Pour ceux qui ne savent pas, notre adage, nous, c'est pourquoi l'option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure? Manifestement, tu as choisi ce défi et tu l'as exécuté avec énormément de simplicité. Et manifestement, c'est une des clés de ton succès, puis de pourquoi tes efforts ont été récompensés. Donc, en fait, je te souhaiterais tout simplement de retrouver le même feu qui brûle à l'intérieur pour que tu retrouves le goût de pratiquer la course à pied au quotidien, pour que ça continue à être ton vecteur d'épanouissement, puis que tu puisses continuer de profiter de cette santé physique, cette santé mentale. Mais je suis persuadé que tu as le bon état d'esprit, puis que tu auras autant de succès dans tes prochaines aventures que dans celle-là. Bah, merci beaucoup à vous deux, hein. Moi, c'était vraiment la raison pour laquelle je vous ai contacté, c'est que mes idées, en fait, mes leçons de ce tour du monde, c'est vrai que je trouve ça difficile de les partager parfois avec le monde du running traditionnel, hein, qui a d'autres croyances, qui a d'autres manières de faire, et je trouvais peu de résonance. Et en fait, quand je suis tombée sur vous, je me suis dit, mais c'est pas possible que c'est pas possible que en fait ce que je dise en fait ça existe et puis c'est promu et puis c'est scientifiquement baqué et tout ça. Et donc voilà, pour moi, ça a été un vrai plaisir et une vraie joie de voir, de découvrir la clinique du coureur. Et donc, merci à vous d'être à l'écoute et surtout de continuer à prodiguer la parole sensée. Ben, c'est réciproque. Merci à toi aussi. Merci, Marie. Merci. Très cool. Merci.